Cette semaine, je conduis la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021. La Giulia derrière moi, c'est la version sport. C'est pour ça qu'elle a un trèfle à 4 feuilles juste ici. C'est le Quadrifoglio. Alors, quand on voit le trèfle à 4 feuilles sur un Alfa Romeo, ça veut dire que c'est le modèle le plus performant de la gamme, comme un AMG ou un M de chez BMW. Si on regarde le design côté de la Giulia, un très beau design, un design unique italien. Alfa Romeo qui est une marque italienne. On peut reconnaître facilement l'Alfa Romeo grâce à la grille à l'avant qui est vraiment en V, typique de la marque Alfa Romeo. À l'avant, un devant très agressif avec un lip en fibre de carbone pour nous donner plus de downforce à haute vitesse. Sur le côté, des très belles jantes avec des très beaux étriers jaunes, comme qu'on peut constater avec des énormes freins ventilés. Cette semaine, on est vers le début novembre, l'hiver arrive, on a des pneus très agressifs pour la température. On a des Pirelli P0 Corsa, des ZR, des pneus faits pour l'été, on va dire. Des très bons pneus, mais pour les conditions actuelles, c'est un petit peu limite. Si on continue aussi, on peut remarquer qu'on a des vraies entrées d'air, autant sur le côté que sur le capot, qui va venir nous donner l'aération pour le moteur. Un autre détail important, le capot et le toit sont tous en fibre de carbone. C'est pour ça qu'on n'a pas de toit ouvrant sur ce modèle-là. C'est pour alléger le véhicule qui soit plus performant et qui a des meilleures performances. Si on se déplace à l'arrière, encore une fois, une belle aileron en fibre de carbone. On a carrément un diffuseur à l'arrière et une sortie quadruple pour entendre le beau son de la Giulia. Côté valise, regardez, quand même une bonne petite valise, pas la plus spacieuse, mais on est capable de se débrouiller avec ça tous les jours. On a un petit net pour retenir nos choses quand on fait de la conduite sportive. De ce côté-là, c'est la grosseur typique qu'on retrouve dans ce type de véhicule-là. Maintenant, si on passe à l'arrière, regardez, pas beaucoup d'espace, surtout derrière mon siège. Des enfants peuvent rentrer ou une petite personne à l'avant, une petite personne à l'arrière. C'est typique des voitures 4 portes de cette catégorie. C'est environ la même chose qu'on retrouvait un peu dans la BMW de série 3. Alors de ce côté-là, c'est normal. Sous le capot, on retrouve un V6 de 2,7 litres twin turbo à 90 degrés. Bon, pour 503 chevaux. 443 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission 8 vitesses. Le moteur qui est emprunté à la Ferrari California, vous allez me dire, oui, mais la California a un V8. C'est le même moteur en fait, mais sans 2 cylindres. Alors, on a réduit la grosseur du moteur, on a enlevé 2 cylindres, on a fait un V6 avec ça. C'est fait sur la même base. Ferrari ne veut pas vraiment l'avouer que c'est le cas. Alors, un beau moteur italien qui aime ça révolutionner. On va aller sur la route voir si ça a un petit peu de son. Sur la route avec l'Alfa Romeo Giulia, édition trèfle à 4 feuilles. Regardez, une voiture extrêmement sportive. Ce n'est pas fait pour les débutants, je pourrais dire. C'est une expérience de conduite cette semaine. Quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'expérience ou même une première fois pour moi avoir un peu une expérience de conduite différente, un peu des modèles allemands, remonter la barre un peu côté performance. Regardez, derrière le volant, là, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est vraiment comment précis est la direction. La direction est fantastique, elle est supérieure à n'importe quel produit allemand. Quand on tourne le volant, c'est précis, ça y va dans la courbe. C'est le côté tenue de route exceptionnel. Un véhicule très bien balancé. C'est un véhicule qui va nous récompenser quand on a vu l'expérience dans le volant, quand on sait qu'est-ce qu'on fait. Mais par contre, un véhicule qui est très agressif. Regardez, là, au moment où je vous parle, c'est vers la fin de l'automne ici au Canada. Puis, les températures viennent très basses la nuit. Même pendant la journée, c'est très bas. Les pneus qu'on a sur la Giulia cette semaine, des pneus qui sont composés de Kevlar et de nylon, tout ça, ça gèle. Regardez, le matin quand je pars le véhicule puis je suis derrière le volant,
Les pneus avaient pris la forme carrément de la cour, l'asphalte. Il faut les réchauffer, comme en Formule 1. Ça peut être un peu risqué pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, où il va penser que son véhicule est littéralement brisé parce que quand on tourne avec le véhicule puis quand les pneus ne sont pas encore réchauffés, ça fait des toc, 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 toc. Alors, de ce côté-là, des pneus d'extrême performance, peut-être un petit peu trop performance pour monsieur tout le monde. Même chose pour les freins, très précis. Quand on pèse sur la pédale, regardez, et il faut être doux avec la pédale. C'est vraiment comme si on serait dans un véhicule d'extrême performance. Mais en gros, regardez, c'est ça. Les freins extrêmement agressifs sont super le fun à utiliser si vous aimez les voitures de performance. Si vous êtes monsieur tout le monde, encore une fois, ça peut être un petit peu trop agressif pour vous. Même chose, côté transition, la transition va très bien. Les changements sont agressifs, précis. On downshift comme qu'on veut. On a des vrais paddle shifters. Puis là, quand je dis des vrais paddle shifters, c'est vraiment, ils restent en place. Ils ne suivent pas le volant. Fait que des fois, si on a tourné le volant puis on voudrait shifter, des fois, on peut avoir une mauvaise surprise. Mais on n'est pas supposé vraiment changer de vitesse quand on est dans une courbe. Encore une fois, c'est style Ferrari. Beaucoup de petites touches dans l'Alfa Romeo qui nous rappellent la Ferrari. Regardez, vraiment à l'intérieur, la façon qu'on part le véhicule, pour démarrer le véhicule, le bouton est sous le volant, comme sur une Ferrari. Les paddle shifters, c'est style Ferrari. Puis aussi, regardez, comme je disais auparavant, le moteur, regardez, c'est vraiment dérivé d'un moteur de Ferrari. Un moteur qu'il faut exploiter, pas une grosse cylindrée, je pourrais dire, pas beaucoup de torque à bas régime. Il faut le faire révolutionner pour que le boost embarque. C'est un véhicule qu'il faut vraiment apprendre à exploiter pour sortir les performances. Encore une fois, c'est pas monsieur tout le monde qui va arriver derrière le volant puis juste appuyer sur le gaz puis ça va y aller. Il faut savoir comment le faire révolutionner, changer les vitesses, tout ça. De ce côté-là aussi, que j'ai remarqué cette semaine, il ne pousse pas toujours de la même manière le véhicule. On dirait des fois, il vient comme en super boost, je pourrais dire. Des fois, je le clenche, il pousse normalement, puis des fois, il pousse vraiment comme 2 fois plus fort. Même en mode race, des fois, il fait. Je trouve que c'est un défaut de ce moteur-là. Il n'est pas assez constant comme dans un BMW ou un AMG. Et c'est sûr et certain, quand on est dans des produits allemands, on a beaucoup de torque à bas RPM. C'est bon des fois de décoller vite ou faire vraiment des changements de vitesse ou juste écraser sans avoir toujours à le faire révolutionner en haut de 4000, 5000 tours. Si vous aimez avoir du torque, un peu comme moi, c'est pas ça que vous allez retrouver dans l'Alfa Romeo. Il faut le faire révolutionner pour sortir les performances, mais c'est le fun. C'est une voiture, regardez, comment je pourrais dire, elle va pas gagner la course contre les Allemands. Les Allemands vont être plus rapides, mais on va avoir du plaisir derrière le volant. Il faut l'exploiter, comprendre un peu le mécanisme du véhicule pour l'apprécier. Alors, côté performance, comme je dis, c'est décent. Il faut savoir comment l'exploiter, bien sûr. C'est un propulsion, il n'y a pas de modèle à traction intégrale. C'est dommage, je pense que s'il offrirait le modèle trèfle à 4 feuilles avec vraiment la traction intégrale, je pense qu'il serait plus populaire, surtout ici au Canada. Il serait plus pratique ici. Il décollerait plus 0-100. 0-100 normal, on n'a pas de launch control. C'est pas le plus rapide pour faire des 0-100 de ce côté-là. Je pense même que quand j'ai eu la BMW M340i, qui n'est même pas une M3 ou une M4, qui serait vraiment légale à ce véhicule-là, je pense que le 0-100 était beaucoup plus rapide de ce côté-là. Fait que c'est sûr et certain qu'on a la passion, la conduite, l'agilité, ces choses-là, mais sur papier, je pense que les 0-100, ces choses-là, c'est là un peu le point faible de l'Alfa Romeo. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez un bel intérieur. Encore une fois, l'espèce de dash me rappelle un peu style Ferrari avec la forme alentour de la ventilation, tout ça. Beau fini. Les sièges sont très sport. Regardez, si vous êtes un gros gabarit comme moi, c'est pas ce qui est le plus confortable. Puis à part de ça, je pense que c'est un peu les sièges confortables, ceux-là, parce qu'on peut avoir aussi les sièges avec le derrière en fibre de carbone. Je l'ai déjà essayé dans le Stelvio. C'était très, très agressif.
Côté confort, regardez, c'est une voiture sport. On ne va pas retrouver le confort qu'on va retrouver dans une Mercedes ou une Audi ou encore une fois BMW. Je pense qu'Alfa Romeo pourrait faire un certain sacrifice, avoir un siège qui est un petit peu plus versatile, qu'on peut le mettre en mode confort ou que quand on le met en mode sport, il vient vraiment nous envelopper. Des choses qu'on trouve chez la côté allemand. Je sais que c'est un modèle italien, puis les Italiens sont tout maigres. Regardez, c'est plus des plus petites personnes qu'un grand Canadien de 6 pieds 3. Je comprends ça. Derrière moi, encore une fois, pas trop de place. Le reste, regardez, le volant, je trouve qu'il est très beau. Le filtre de carbone est super beau à l'intérieur. On a une place pour recharger notre téléphone, style Cadillac un peu. J'aime beaucoup ça, c'est très pratique. À part de ça, changer l'air climatisé, les boutons, tout ça, c'est très simple à utiliser. Si on passe à l'écran maintenant, pas super compliqué à comprendre, mais c'est un petit peu archaïque de ce côté-là. Je trouve que pour un véhicule de luxe prestige comme ça, je trouve que c'est une des faiblesses d'Alfa Romeo. Je trouve que le système, on dirait qu'on est dans un système qui est vieux de 4 ou 5 ans, je pourrais dire. Même chose pour la qualité des caméras de recul. La dimension de l'écran aussi est petite pour un véhicule de luxe. Regardez, Alfa Romeo est sous la bannière Stellantis, qui était avant FCA, regardez, relié avec Chrysler, Dodge, tout ça. Je pense que sous la bannière Stellantis, on a des bons produits côté écran. On a le système Uconnect. Moi, je ne verrais pas de mal à avoir le système Uconnect dans l'Alfa Romeo. Tant qu'à payer des prix près de 100 000 j'aimerais ça avoir le meilleur système qu'il y a dans la compagnie. Même si c'est le même système qu'on trouve dans un Charger ou un Challenger, à mon avis, à moi, ça ne me dérange pas. Même si ça ne fait pas fancy pour certaines personnes, au moins, ce serait un bon système. Il serait plus vite, il serait plus de qualité, il serait plus beau, etc. Regardez, il y a des morceaux dans le véhicule. Oui, c'est emprunté à des produits comme chez Dodge. Les switches, vraiment, pour les vitres, là, c'est la même chose que dans le Charger que j'avais la semaine passée. Regardez, à mon avis, à moi, ça ne me dérange pas. Là. J'ai pas besoin d'avoir une super switch fancy pour remonter le piquet encore. C'est une switch qui marche bien, fit dans la porte. No big deal que ce soit la même switch qu'un Dodge Charger. Bon, côté expérience de conduite, encore une fois, on a plusieurs modes qu'on peut changer notre véhicule. Puis c'est pas le typique Sport, Sport Plus, etc. Il est marqué DNA, DNA en anglais, regardez. Alors le A signifie Advanced Efficiency, fait que si on veut économiser de l'essence, on le met sur le A. Le N, c'est Natural, fait que le véhicule est en mode naturel. Alors, c'est comme le mode normal, je pourrais dire. Puis, quand on est en mode D, c'est vraiment le mode dynamique. Fait que là, c'est comme un mode sport. Quand on le met en mode D, là, il est vraiment en mode sport. Là, les amortisseurs viennent de se raffermir. Au milieu du bouton, on a vraiment une espèce d'amortisseur. On peut peser dessus. Une fois qu'on pèse dessus, les amortisseurs vont se mettre en mode plus, je pourrais dire, plus soft, plus mou. Et on peut le mettre en mode race. Le défaut un peu de ce système-là, c'est qu'on ne peut pas le personnaliser comme qu'on veut. Alors, cette semaine, il faisait froid. Avec les pneus que j'avais vraiment sur le véhicule, je ne pouvais pas vraiment enlever tous les systèmes de traction comme qu'on peut retrouver en mode race. En mode course, ça enlève tous les systèmes de contrôle ou presque. Il devient super agressif, mais moi j'aime ça des fois pouvoir, regardez, ouvrir le système d'échappement, avoir le moteur agressif, la suspension, la transmission, mais garder un peu de système de traction, surtout quand il fait froid. Je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas le personnaliser. C'est des choses qu'on trouve chez BMW, chez AMG, chez Cadillac. On peut le personnaliser. Là, c'est un manquement. Regarde, encore une fois, produit Stellantis. On pourrait s'inspirer des produits SRT qu'on trouve chez Dodge. Avoir un petit peu plus d'options avec notre système Uconnect. Ça serait le fun de retrouver ça, surtout dans un véhicule de passionné hardcore comme la Giulia Quattrofoglio. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait environ 12 litres au 100 km. Je trouve que c'est décent pour la performance que le moteur nous offre.
ainsi que l'économie d'essence. C'est entre les deux. C'est un moteur qui n'est pas très gourmand. On peut le descendre en bas de ça aussi. 12 litres, là, c'est quand même des chiffres en ayant du fun avec le véhicule, en changeant les vitesses de façon quand même agressive à haut régime. Fait que je pense qu'on peut descendre ça. De ce côté-là, c'est bien. Maintenant, si on regarde le côté du prix, le modèle à l'essai cette semaine est juste sous la barre des 94 000 $. Un véhicule quand même dispendieux. Je pense qu'on achète un petit peu l'espèce de raffinement italien, le style italien, les pièces de haute performance, les freins, les pneus, la suspension, la direction, le moteur un peu style Ferrari. C'est là qu'on vient chercher vraiment le prix. Est-ce que c'est un achat sensé? Est-ce que c'est un véhicule qu'on peut rouler ici à l'année, ici au Canada? Je ne penserais pas. Regardez, la lip en carbone en avant est très basse. Les trous dans le hood, d'après moi, regardez, utiliser ce véhicule-là l'hiver, c'est pas une bonne idée. C'est un véhicule qu'il faut entreposer. Encore une fois, entreposer des véhicules 4 portes, pour moi, je trouve des fois, ça fait pas trop de sens. Mais bon, regardez, je trouve que c'est un véhicule qui était fragile au froid cette semaine. Le système de chauffage fonctionnait pas super bien. Encore une fois, les pneus, il a fallu que je les fasse réchauffer. Même il y a un pneu, il a fallu que je gonfle avant mon essai d'aujourd'hui parce qu'il avait dégonflé à cause du changement de température, ces choses-là. C'est tous des petits détails qu'il faut porter attention, qu'il faut être un connaisseur. Puis, regardez, monsieur tout le monde n'a pas toujours l'œil pour ça. Puis c'est un petit peu là-dessus que je veux conclure. C'est un véhicule pour les connaisseurs, les gens qui apprécient conduire, les produits italiens, ces choses-là. Et tout ce qui fait la magie d'un Alfa Romeo, c'est un petit peu ça qui le tire dans le pied, je pourrais dire. D'après moi, regardez, s'il y aurait des pneus un petit peu moins agressifs, des freins un petit peu moins sensibles, des changements de vitesse un petit peu plus style de luxe, un système intégral, toutes des choses qu'on trouve chez les produits allemands. Je pense que ça pourrait plaire plus à monsieur tout le monde et il y aurait plus de ventes chez Alfa Romeo de ce côté-là. Mais ça enlèverait la magie. Mais regardez, des fois, il faut regarder aussi côté vente. S'ils ne font pas assez de ventes, bien, le véhicule, peut-être qu'il va disparaître puis il n'y en aura plus sur les chemins. Fait que c'est pas mieux. C'est sûr que présentement, il n'y en a pas beaucoup sur le chemin. C'est un véhicule extrêmement rare. C'est un gros plus pour ce véhicule-là. Mais il faut se le dire, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter des AMG, des M, des RS ou des S de chez Audi, etc. Puis c'est un peu monsieur tout le monde, puis il aime ça avoir le gros moteur, le gros modèle, parce que, regardez, il aime ça avoir un petit peu de chevaux sur le capot, puis avoir le gros modèle, le style. Mais des fois, quand on rentre dans des choses plus techniques, la direction, les freins, les pneus, ces choses-là, ils connaissent pas ça. Ils voulaient juste le gros modèle. Puis quand on est dans un quadrifoglio comme celui-là, je pense qu'il y a plusieurs trucs là-dedans qu'il faut porter vraiment attention, il faut apprécier ces choses-là, puis il faut être un vrai connaisseur pour apprécier une Alfa Romeo. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio? Est-ce que pour vous, c'est une voiture de passionné ou pour vous, là, c'est normal là, prendre soin de nos pneus, puis c'est normal avoir un hood en fibre de carbone que la neige peut rentrer dedans. C'est normal mettre au storage un modèle 4 portes. J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.